J'ai 21 ans en immobilier depuis 19 ans. Je suis rendu environ à 14, bientôt 15 chalets en gestion. On a fait l'acquisition d'un troisième immeuble le 10 août. Dans le fond, on fait l'acquisition du 3 et 4. 4 et 5. Wow. C'est quoi les difficultés? Est-ce qu'il y a même des difficultés d'être un jeune investisseur en immobilier? En une opération, en une division, on a créé cette valeur-là. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que je me concentre pas sur ça? C'est ça. C'est quoi des trucs et astuces que tu aurais pour les propriétaires qui voudraient être efficaces dans leur manière de gérer leur chalet? Si jamais tu veux devenir libre financièrement, puis avoir du cash flow, des revenus mensuels, peut-être que je te dirais... Yannick, ça va bien? Yes, merci toi aussi. Yes. Merci beaucoup d'être venu sur la plateforme. Dans le fond, je parlais, comme je te l'ai dit, là, à Maxime, puis je lui demandais, dans le fond, là, est-ce que tu connais 2 personnes là, qui sont sharp, que je pourrais l'interviewer, puis rapidement, là, il t'a référé. Et donc, vraiment, merci beaucoup. Pour ceux qui ne te connaissent pas, explique-moi un peu qui es-tu, ton parcours, comment est-ce que tu as commencé dans l'immobilier? Cool, parfait. Ben oui, définitivement. Mais merci à toi pour ton temps, puis merci de l'invitation, c'est super apprécié. Je te dirais rapidement comme ça, j'ai 21 ans en immobilier depuis 19 ans. Je viens de la ville de Québec, Rive-Nord, puis j'investis dans ce coin-là aussi. J'ai commencé dans le chalet locatif, je te dirais. C'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas. Puis depuis ce temps-là, je t'en parlerai davantage tantôt, mais j'ai développé différents trucs autour de ça. Donc, j'ai commencé dans l'acquisition en chalet locatif, en achetant mes 2 premiers immeubles. Puis par la suite, là, j'ai pris un bon moment pour optimiser ces immeubles-là. Puis ensuite, je t'expliquerai un petit peu plus en profondeur comment ça s'est fait. Là, J'ai des bonnes histoires par rapport à ça. Mais j'ai shifté vers une entreprise de gestion locative court terme, tout en continuant de prospecter des immeubles. Là. C'est-à-dire que c'était pas juste un sans l'autre, mais bien les deux. Puis là, tranquillement, pas vite, j'ai remis beaucoup plus de focus sur l'acquisition. On a fait l'acquisition d'un troisième immeuble. Puis là, le 10 août, dans le fond, fait l'acquisition du 3 et 4. 4 et 5. Wow. Félicitations. Merci, c'est gentil. Dans le fond, ramène-moi là, avant que tu te lances dans l'immobilier. Dans le fond, clairement, tu es quelqu'un d'affaires. Pourquoi l'immobilier? Je veux dire, il y a plusieurs domaines. Pourquoi l'immobilier? Je te dirais, je pourrais t'expliquer un petit peu comment que c'est venu. Là. C'est quand même une histoire spéciale. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours aimé l'entrepreneuriat. C'est-à-dire j'ai toujours aimé l'idée. C'est sûr que quand j'étais jeune, je disais exemple secondaire, puis on me demandait qu'est-ce que je voulais faire plus tard. J'aurais pas dit l'immobilier. Là, c'est venu beaucoup des gens autour de moi qui disaient je veux être en affaires. Puis là, j'étais comme crime, ça a l'air vraiment cool. Moi aussi, j'aimerais ça, être en affaires comme ça. Puis à un certain moment, je me suis dit, crime, pourquoi c'est pas moi au final qui, il n'y a rien qui m'empêche de au moins peut-être tranquillement pas vite avoir l'idée. Fait que c'est comme ça que je me suis dit, OK, je vais devenir entrepreneur. Puis par rapport à l'immobilier, là, vraiment précisément, parce que l'entrepreneuriat, c'est vraiment large, on s'entend. C'est par rapport, dans le fond, je suis étudié aux États-Unis. Nice. Suite à mon sondage, j'ai été étudié aux États-Unis 2 ans. J'ai été recruté pour jouer au hockey, entre autres. Donc, j'ai fait mes 2 ans là-bas. Première année, j'étais avec mes amis, tout était beau. On vit dans des dorms, dans le fond, sur le campus, c'était vraiment cool. Puis, 2e année, c'était l'année de la COVID. Puis, cette année-là, pour une certaine raison, j'étais tout seul. J'avais pas mes amis. Mes amis étaient dans un autre dorm. Puis, je pouvais juste même pas y visiter à cause du COVID. Ça fait en sorte que j'avais tout le temps, après que j'avais fait mes devoirs, tout ça, j'avais tout le temps disponible. Puis c'est là que j'ai commencé à faire des recherches sur tout ce qui est entrepreneuriat, investissement en bourse, beaucoup. Ce qui m'a mené vers investissement plus alternatif, un petit peu comme l'immobilier. Puis là, c'est là que j'ai dit, OK, wow. Là, je me souviens d'avoir appris qu'en immobilier, tu fais de l'argent de 3 façons. Donc, avec le cash flow, j'ai dit 3, peut-être même 4. 3, tu fais le cash flow, tu fais la prise de valeur avec l'appréciation, tu rembourses ta dette. Puis c'est pas toi qui la payes. Puis même, tu as des avantages avec les taxes, le kit. Fait que c'est vraiment là que je me suis dit, OK, c'est pas juste, admettons, comme à la bourse où tu achètes bas puis tu vends haut, mais il y a vraiment un gros potentiel. Fait que là, c'est à partir de là, ça m'a piqué l'intérêt, puis je me suis mis à me renseigner beaucoup plus, je dirais. Fait que, dans le fond, la COVID arrive, puis tu sais, c'est un temps qui a poussé pas mal plusieurs personnes à se réinventer dans un sens. On a comme été laissés à nous-mêmes tout le temps qu'on aurait pu avoir, dans le fond, pour nous redévelopper, dans le fond.
de ce moment-là à ton premier deal, comment est-ce que ça se passe? Je comprends. Je te dirais, à partir du moment que je me suis mis à me renseigner, je devais avoir début 18 ans. Fait que je te dirais que c'était pas nécessairement concret dans ma tête que j'allais acheter un immeuble puis bientôt. Là, c'est-à-dire, un immeuble dans ma tête, c'était OK, ça te prend une bonne mise de fonds. Dans ma tête, c'était OK, plus tard, quand je vais avoir de l'argent, OK, un jour, je vais m'acheter ça. Fait que moi, je me renseignais beaucoup là-dessus. Puis là, tranquillement, en me renseignant, ben là, c'est là que j'ai appris OK, tu peux acheter avec une mise de fonds réduite, voire nulle si, exemple, tu fais des partenariats, si tu fais, c'était un petit peu plus créatif. Fait que je te dirais, c'est vraiment comme ça que ça a shifté. Puis à partir de là, à partir du moment que j'ai vraiment compris que tu pouvais justement acheter sans mise de fonds, mais là, je me suis mis beaucoup d'efforts dans la prospection. Puis, entre autres, c'est là que j'ai trouvé un bon deal. Quand je pourrais dire, c'est un petit peu plus complexe que ça, c'est-à-dire qu'en revenant au Québec, suite à mon école, je me suis inscrit à des coachings, entre autres chez Mots Facile. J'avais un coach avec moi qui m'a permis d'analyser des deals. On regardait des deals ensemble. Il m'a dit, celui-là, là, il est bon. Il me dit, il faut que tu le mettes sur contrat. Fait que j'ai comme pas trop eu le choix. J'ai dû le mettre sur contrat. J'étais comme, ça me prend 120 000 de mise de fonds, je ne l'ai pas. Il me dit, c'est un bon deal, fais-moi confiance, tu vas être capable de trouver l'argent. Puis comme de fait, ça n'a pas été trop long que j'ai trouvé. Fait que c'est comme ça s'est déroulé, je te dirais. Et donc, tu as été chercher de la formation. Ouais. Tu savais que la connaissance est importante. C'est ce qui va te permettre, dans le fond, de pouvoir là, bien faire ce que tu veux faire. Ouais. Et bon, avant le podcast, là, on se parlait que tu as débuté, dans le fond, suite à ça, tu t'es lancé dans le chalet locatif. Explique-moi un peu, dans le fond, la transition. Comment est-ce que tu en es arrivé là? Exact, je comprends ce que tu veux dire. Dans le fond, pourquoi le chalet locatif, c'est tellement une niche? En fait, je te dirais, c'est pour ça. C'est-à-dire que c'est une niche, c'est une business comme opérante. Moi, dans ma tête, je me suis dit, c'est tellement niché que c'est possible pour moi de me renseigner énormément sur le chalet locatif, les opérations, comment gérer ça, pour ensuite aller chercher un investisseur qui veut un chalet locatif, qui veut un chalet qui se paye tout seul, aller en profiter sans frais, tout le kit. Fait que mon mindset dans ça, c'était je me renseigne par rapport au chalet locatif, vu que c'est une business opérante quand même vraiment complexe à gérer. Puis par la suite, je vais aller chercher des investisseurs qui vont être capables de mettre l'argent que j'ai pas. Puis je te dirais que c'était pas nécessairement à cause que je pense que c'est la meilleure niche. Au loin de là, je pense pas que c'est la meilleure niche. Par contre, je me suis dit, il vaut mieux que je me concentre sur quelque chose puis que je devienne bon pour ensuite, dans le fond, aller chercher des partenaires que si jamais je vise tout, ça serait plus complexe là, de créer une expertise assez bonne pour faire un partenariat, je dirais. Mais je dis pas que c'est pas faisable de la deuxième façon. Je veux juste dire, de mon côté, j'ai décidé de faire ça afin de faciliter un petit peu les débuts, je dirais. C'est ça. Puis je veux dire, si tu as commencé avec ça, j'imagine que ça rend le reste du parcours là, pas mal plus facile. Je veux dire, gérer des chalets, c'est pas la chose la plus facile. Puis tu as parti vraiment ton entreprise là, dans la gestion. C'est pas tout le monde qui fait ça. Pourquoi partir une compagnie de gestion? OK. Dans le fond, initialement, je te dirais que c'était beaucoup pour ne plus avoir à travailler une job 9 à 5. Donc, je travaillais 9 à 5. J'étais encore à l'école, donc c'était comme du temps partiel. Là, mais c'était pour me libérer beaucoup de mon travail. Donc, comment que je voyais ça, c'est que j'ai un investisseur ami à moi qui s'achetait un condo à Tremblant. Il m'a proposé que je le gère. Puis, tu sais, la gestion, c'est vraiment payant, surtout dans la location court terme. Location long terme, je sais pas. Location court terme, je sais, c'est 15 à 20 % des revenus. Puis là, des chalets, là, tu sais, ça peut faire... C'est rare que tu pognes environ 60 000. Puis ça peut... Le dernier que j'ai acheté, il va faire environ 150 000. Fait que 15 à 20 % de ça, là, c'est des bons contrats. Fait que je me suis dit, je m'en prends 2-3, puis tu sais, t'as plus besoin de job. Exact, c'est ça. Fait que j'ai comme vu un petit peu la liberté un petit peu financière que ça pourrait m'apporter. Mais tu sais, ça reste une job, là, c'est-à-dire ça reste qu'il y a du travail à faire, mais beaucoup moins que si j'étais à faire à cause des systèmes que je mets en place. Il y a beaucoup de logiciels, beaucoup de systèmes que je mets en place qui me libèrent de mon temps. C'est beaucoup moins d'investissement de temps que si, exemple, j'étais à l'autre emploi que j'avais avant. Fait que c'est un petit peu ça qui m'a mené à faire ça. Par la suite, qu'est-ce qui m'a mis à grossir la compagnie? C'est que moi, dans ma tête, je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais faire? Ça serait grossir une compagnie, mettre des systèmes en place, puis engager des personnes dans l'objectif que je puisse avoir
les systèmes en place pour que je puisse avoir, dans le fond, des nouveaux chalets, donc acheter des chalets, puis offrir, dans le fond, la gestion sans frais, vu que j'ai tous les systèmes en place, à notre partenariat. Fait qu'exemple, je pourrais dire à un investisseur, écoute, je t'amène un deal, je fournis la gestion sans frais jusqu'à temps que tu sois remboursé au complet. Puis, moi, de cette façon-là, ça me coûtait pas grand-chose, j'avais tous les systèmes en place. Fait que c'était vraiment ça ma vision, de grossir mon parc grâce à la compagnie de gestion. Fait que c'est ça qui m'a fait en sorte que, OK, parfait, je vais grossir ça. Fast forward à aujourd'hui, je dirais que je suis rendu environ à 14, bientôt 15 chalets en gestion. Wow. Puis je suis comme à un entre-deux, là. Soit que j'en ai discuté un petit peu avec les gars, entre autres Gab, soit que je vends la compagnie, soit que je grossis la compagnie. C'est-à-dire, en ce moment, j'opère tout seul. Donc, oui, mes marges sont bonnes, mais j'opère tout seul. Soit que j'engage beaucoup de gens et que j'établis des systèmes pour me libérer complètement de ça. Complètement, on s'entend que c'est pas vrai. Ou je la vends à d'autres compagnies de gestion, en fait. Des investisseurs amis à moi qui m'ont fait des offres. Je te dirais que j'ai reçu une autre offre en même temps, puis rapidement, sans trop prolonger ce sujet-là, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est une compagnie de gestion qui va venir gérer les opérations pour 10% des revenus. Puis moi, de mon côté, là, je m'occupe, dans le fond, du chalet pour l'équivalent de 20 en moyenne pour les clients. Fait que je te dirais que je vais venir gérer le problème des opérations, parce que moi, j'étais comme pris un petit peu dans les opérations. Yeah. À force de scaler, oui, c'est beau, mais ça vient avec beaucoup de responsabilités. Fait que je vais me libérer des responsabilités un petit peu, puis en échange Échange. Dans le fond, ton but, c'est vraiment de pouvoir te libérer des responsabilités pour pouvoir grandir dans ta carrière d'immobilier. Exact. Puis c'est ça. Puis je te dirais que le pourquoi que j'ai fait ça, parce que en réalité, j'aurais pu construire ma propre équipe in-house. Yeah. Puis ça aurait été beaucoup plus profitable de faire ça. Mais par contre, moi, de mon côté, qu'est-ce que je voyais? C'était vraiment mon futur dans l'immobilier. Je te dirais que j'ai récemment calculé ma valeur nette, en fait, pour un des projets. Puis je te dirais que 90% de cette valeur nette-là venait de un projet seulement, c'est-à-dire mes 2 premiers chalets, à cause que c'était un projet qu'on avait créé de la valeur. Comparé à, j'ai passé, exemple, 8 mois à construire ma compagnie de gestion, puis ça ne m'avait pas apporté 10% de ma valeur nette, alors que 90% avait été généré dans l'espace d'une transaction, puis dans l'espace de un processus. Là. Puis je pourrais t'expliquer un petit peu plus c'est quoi qu'on a fait. Là. Fait que juste ça te laisse savoir où est-ce que tu devrais investir ton temps. Exact. Puis, tu sais, comment je pourrais dire, je dis pas du tout que c'est mauvais, loin de là, parce que c'est du beau cash flow, mais c'est du beau cash flow mensuel, des revenus récurrents. Mais par contre, tu sais, pour mes objectifs, pour le long terme, je me vois beaucoup plus grossir en me concentrant sur l'acquisition, puis entre autres la création de valeur, un petit peu comme je suis présentement. On va en parler là, de la création de valeur là, un peu plus tard, mais j'aimerais rester un peu plus sur le sujet là, rapide de la gestion. Ouais. C'est quoi quelqu'un qui voudrait lancer sa compagnie, c'est quoi les conseils que tu aurais? C'est quoi peut-être les côtés les plus difficiles, les côtés... parle-nous un peu plus là, pour quelqu'un qui aimerait se renseigner. OK, parfait. Fait que dans le fond, pour quelqu'un qui aimerait faire la gestion de son chalet ou plus quelqu'un qui voudrait commencer une compagnie de gestion? OK. Je te dirais que c'est beaucoup de détails. Chose que, comment je pourrais dire, je sais que je l'ai faite. Je ne sais pas si je serais la bonne personne pour grossir une compagnie de gestion parce que c'est beaucoup de détails. C'est beaucoup de détails. Puis moi, j'ai l'impression que je suis plus une personne un petit peu bigger picture. Je vois mon objectif, puis je suis moins axé sur les détails. Fait que, je te dirais, pour quelqu'un qui voudrait commencer une compagnie de gestion, je te dirais que... OK. On commencerait, dans le fond, quels sont les points les moins attrayants? Qu'est-ce qui n'est pas trop le fun en gestion? Exemple. OK. Je te dirais être disponible presque 24/7. C'est parce que les clients, ils check-in un petit peu à l'heure qu'ils veulent. C'est-à-dire, bien souvent, c'est à partir de 16h, donc ça tombe sur l'heure du souper. Donc, c'est des choses qui sont plus poche un peu, c'est-à-dire, par exemple, tu es en famille et que tu reçois un message que exemple, la serrure ne fonctionne pas, mais tu dois quand même intervenir.
Même chose, exemple, si tu es sur le bord d'aller te coucher et que tu reçois un message, bien, ça reste que tu dois quand même y répondre. Puis, tu sais, des fois, les clients arrivent tard, là. C'est-à-dire, surtout l'hiver, parce que les gens travaillent, exemple, jusqu'à tard des fois. L'été, c'est moins pire, mais tu as des clients, des fois, qui peuvent arriver vers 11h, minuit, tu sais, ou même plus tard. Fait que si jamais il y a un problème, ben là, faut que tu t'en charges. Fait que je te dirais, ça, c'est l'aspect le plus négatif. Par contre, c'est vraiment facile, selon moi, de remédier à cette situation-là. C'est-à-dire que il y a l'opportunité d'engager un petit peu des agents virtuels un petit peu de partout dans le monde, que eux, dans leur time zone, ils sont réveillés à ces heures-là. Donc, c'est quelque chose que si j'étais pour grossir beaucoup ma compagnie de gestion encore, je ferais. J'engagerais des agents virtuels pour être en mesure de répondre à ces demandes-là, puis à ces urgences-là quand ils arrivent. Exemple, à partir de, je dis n'importe quoi, mettons 5 heures, pour me libérer, dans le fond, de ne pas avoir, mettons, à intervenir sur l'heure du souper puis en soirée. Je dirais que ce serait ça, point plus négatif. Négatif. Puis tu sais, on sait qu'il y a des propriétaires qui vont gérer eux-mêmes leur chalet. C'est quoi des trucs et astuces que tu aurais pour les propriétaires qui voudraient être efficaces dans leur manière de gérer leur chalet? Tu sais, il y a des serrures qui se débloquent à distance, des codes, etc., caméras. Quels sont des trucs que tu as vus, des conseils que tu pourrais donner? Je dirais le plus gros truc, c'est un truc qui est quand même assez basic, là. Donc, pour les personnes qui ont un petit peu plus d'expérience dans le chalet locatif, vont dire « ouais, c'est quand même la base », je te dirais que ce serait le logiciel de gestion. Bien souvent, je parle à des propriétaires qui n'ont même pas de logiciel de gestion, c'est-à-dire qu'ils font juste, exemple, afficher sur Airbnb, avoir leur annonce sur Airbnb, avoir leur annonce sur VRBO et puis, exemple, WeChalet. Le logiciel de gestion, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va prendre toutes les plateformes, ça va le regrouper en un, dans le fond, logiciel. Fait que toutes tes communications sont à travers un logiciel. Tu as un calendrier. Fait que ça facilite beaucoup, beaucoup de trucs. Fait que pour te donner un exemple, moi, mon logiciel de gestion, il envoie tous les messages automatisés. Fait que ça me libère beaucoup de jobs. Fait que tout ce qui est, dans le fond, les messages de confirmation, les messages, dans le fond, pour le check-in, dans le fond, les informations pour le check-in, les suivis, les informations pour le check-out, ainsi que une demande de review. Tout ça, c'est automatisé. Ça fait en sorte que ça te libère du temps. Ben oui, exactement. Puis il y a des propriétaires, dans le fond, qu'eux, ils savent pas ça, fait qu'ils vont venir faire ça. Fait qu'exemple, ils ont une réservation sur Airbnb, ils vont s'assurer de chaque message, il faut qu'ils pensent. Faire manuellement. Il faut qu'ils l'écrivent. Même chose, s'ils ont une réservation sur VRBO, il va falloir qu'ils fassent ça sur cette plateforme-là. Fait que ça devient un petit peu... en fait, ça devient vraiment compliqué rapidement. Fait que je dirais ça. Puis non seulement les messages, mais aussi tout l'aspect équipe de ménage. Tu sais, gérer l'équipe de ménage. J'ai des propriétaires, je connais des propriétaires, encore un que j'ai parlé hier. Il me dit, ben moi, je texte à mon équipe de ménage à chaque ménage qu'il doit faire. Ben là, ça devient lourd. Ça devient assez lourd. Avec un logiciel de gestion, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux partager l'horaire. Qu'il y ait tout l'horaire dans le fond, qu'il ait accès au calendrier, fait qu'il voit exactement ce quand il part, tout ça. Donc, c'est vraiment de mettre des systèmes en place. Ouais. Pour pas que tu aies à recommencer les mêmes choses. Exactement. Puis c'est le fun avec la gestion dans le Airbnb, dans la location court terme, parce que tu peux automatiser beaucoup. La seule chose que tu peux pas automatiser, c'est les réponses. Puis, tu sais, exemple, ils ont des questions. Quoique tu peux quand même l'automatiser un peu. Je t'explique un peu après. Mais une chose que tu peux pas automatiser, c'est les problèmes. Là, c'est-à-dire que... Mais tu peux beaucoup les limiter. Pour ce qui est des réponses, c'est-à-dire tu peux faire un gros FAQ, dans le fond. Toutes les questions que tu te fais tout le temps poser, tu peux faire un gros FAQ. Fait qu'à partir d'un moment, tu n'as comme plus de questions, là, à moins que ce soit une question bien complexe. Fait que je te dirais que moi, de mon côté, là, je suis capable d'optimiser puis automatiser le plus possible jusqu'à temps que ça me prenne environ 1 heure par listing par semaine. Ce qui est vraiment pas beaucoup. Là. Non, pour la quantité que ça paye, c'est vraiment pas beaucoup, je te dirais. Fait que c'est de maximiser les revenus, minimiser le temps que tu mets. Exact. Puis ça devient une business assez nice. L'intelligence artificielle. On parle d'automatisation. C'est sûr que je voulais toucher un peu au sujet. Est-ce qu'il y a une manière quelconque d'utiliser ça à ton avantage? Oui, moi, je ne l'utilise pas encore. Mais il y a des logiciels, dans le fond, de gestion, justement, qui sont un petit peu plus poussés, qui viennent générer automatiquement des réponses. Fait qu'eux, ils suggèrent une réponse. Fait que dans ton logiciel de gestion, exemple, tu reçois un message, il te suggère une réponse, toi, tu peux l'approuver. C'est super intéressant, ça fait sauver beaucoup de temps.
c'est pas quelque chose que j'ai utilisé par contre. Une chose qui est sûre, c'est que moi, de mon côté, j'ai utilisé un petit peu... j'oublie le nom, là. On en a... d'intelligence artificielle. ChatGPT, excuse-moi. Yes. C'est pour créer mes listing copy, les descriptions, tout ça. Donc, j'utilise... C'est un petit peu qu'est-ce que j'utilise, mais ça s'en vient gros là, dans le milieu. Là, c'est-à-dire qu'avec les réponses suggérées, là, c'est-à-dire que ça vient vraiment sauver du temps. Là. C'est ça. Ça devient intéressant, je dirais. Ouais. Yes. Intéressant. Puis tu sais, là, on parle de chalet locatif. Tu es aussi dans le multilogement. Oui, exact. Transigir tranquillement vers tout ce qui est commercial, multi. Yeah. Ouais. Quelles sont les grandes différences que tu remarques entre les deux? Tu sais, pour quelqu'un qui cherche, tu sais, bon, on sait que le chalet locatif, c'est une niche en tant que tel. Le multilogement, c'en est un autre. Pour quelqu'un qui cherche à s'orienter, quelles sont les grandes lignes? Je te dirais que côté cash... Ben, tu sais, une chose qui est sûre, c'est le cash flow dans le chalet locatif qui est super intéressant. Là, c'est-à-dire, malgré la hausse des taux, tu peux trouver encore des propriétés qui font du beau cash flow. Donc, pour quelqu'un qui recherche un petit peu plus à se libérer de son travail, voire quitter son travail le plus rapidement possible, ça peut être une belle niche. C'est-à-dire, exemple, tu viens acheter un chalet, puis tu viens en faire la gestion, ben là, tu peux te dégager des bons profits. C'est sûr que si tu donnes en gestion, avec les taux d'intérêt actuels, avec les prix, peut-être que tu vas break-even puis faire un petit peu de profit. Mais si tu fais la gestion, là, puis tu mets des bons systèmes en place, ça ne te coûte pas trop de temps, tu fais des bons profits pareil. Fait que je te dirais, côté rentabilité, multilogement, je vois que c'est un petit peu plus serré avec la hausse des taux, tout le kit. Je te dirais, l'autre aspect, ça va être côté financement. Donc, chalet, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que tu peux accéder à un chalet avec une mise de fonds de 5%, là, c'est-à-dire résidence secondaire, si je ne me trompe pas, le prêt assuré, tu es capable d'aller chercher 5%. Comparé à un multilogement, c'est-à-dire ça va être quand même assez complexe là, d'accéder avec une mise de fonds autant basse. C'est sûr que tu peux aller chercher, tu peux faire du financement créatif, tu peux te faire financer par le vendeur, tu peux faire des trucs comme ça pour aller chercher un petit peu moins de mise de fonds, mais je te dirais, il y a ça. Côté gestion, on s'entend que c'est beaucoup plus de gestion, là, chalet locatif. C'est que les clients, tu peux avoir peut-être 5-6 entrées par mois, alors que dans le multi, il reste là longtemps. Donc, il y a cet aspect-là. Dans le fond, ce que je comprends, c'est que chalet locatif, c'est vraiment question cash flow. C'est une option assez intéressante pour ça. Pour quelles raisons quelqu'un irait tout de même vers le multilogement? Je sais que il y a l'optimisation, etc. Mais si on met l'optimisation de côté, est-ce qu'il y a d'autres avantages d'aller vers le multilogement selon toi? Ben, je te dirais oui, vraiment l'aspect stabilité. Tu sais, dans le chalet locatif... C'est pas toujours le cash flow. Je veux dire, certains, ils veulent juste une stabilité long terme. Exact. Puis pour eux, ça serait... Tu sais, dans le chalet locatif, là, si je regarde... tu sais, là, on est dans un bon moment. Là, mais admettons, en novembre, là, bien souvent, je commence le mois, puis si j'ai une réservation, je suis content. Là. Fait que... c'est là que... Ah oui, exact. C'est ça qui est complexe. Puis aussi... les réservations, bien souvent, ils viennent tard. Comme exemple, je sais qu'à Noël passé, je pense qu'on était rendu mi-décembre puis je ne m'étais pas fait réserver encore Noël. À cause que mes prix étaient quand même assez élevés. Là. Mais c'est pour ça que Noël, tu sais que c'est là que tu fais ton argent, tout ça. La haute saison comme ça. Fait que ça peut amener un stress supplémentaire. En fait, c'est définitivement un stress, savoir que ton hypothèque... Elle rentre, c'est sûr. Puis là, tes revenus, là, t'es pas certain. Parce que, tu sais, il y a beaucoup d'aspects. Je te dirais, multilogement, c'est beaucoup plus stable, paix d'esprit. Puis c'est ça que je m'imagine, là. C'est-à-dire, j'ai pas encore d'immeuble multilogement. Ça s'en vient, mais je serais capable de mieux répondre si jamais on avait fait ça un petit peu plus tard, là. Intéressant. Dans le fond, tu sais, si je regarde plus au niveau chalet locatif. OK. Comment est-ce que tu m'as parlé du fait qu'en décembre, tu n'avais pas toujours de réservation, right? À cause des prix. Comment est-ce que quelqu'un peut bien établir ses prix? Comment est-ce que tu sais que ton prix, il n'est pas trop cher, mais il n'est pas, tu sais, je veux dire, c'est quoi le juste milieu? Comment tu t'ajustes? Ben, il faut vraiment que tu connaisses ton marché, tu fasses une bonne étude de marché, tu étudies souvent tes comparables. Puis aussi, il y a des logiciels là, en ligne qui aident beaucoup pour la gestion des prix. Je pense à PriceLab, entre autres, que moi, j'utilise. Dans le fond, ce logiciel-là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il te donne une bonne
idée des comparables autour de ton chalet, c'est à quoi qu'il loue. Puis aussi, c'est un logiciel de données, dans le fond, qui vient ajuster selon l'offre et la demande historique. Fait qu'exemple, lui, il sait que, je dis n'importe quoi, là, le 24-25 décembre, c'est loué à 98%. Ils sont tous loués, les chalets. Fait que là, il va ajuster ton prix de base à la hausse. Fait que, exemple, mon prix de base est de 300$ par nuit. Mais là, il va peut-être être dans les alentours de 6,50$. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser des logiciels comme ça. Puis c'est ça qui va te permettre de maximiser beaucoup tes revenus. Là, c'est-à-dire, moi, de mon côté, de qu'est-ce qu'on note, là, c'est environ quelqu'un qui n'utilise pas le Dynamic Pricing, qui va utiliser le Dynamic Pricing, le switch va faire environ 15% d'augmentation. C'est juste ça. C'est juste. Fait que le logiciel, il se paye 1000 fois. Là. Il n'est pas très cher, le logiciel. C'est super intéressant. OK. Intéressant. Puis, tu sais, bon, je voulais aussi parler là, des... tu sais, chaque chalet, là, il y a différentes offres qui se font. Des fois, on va avoir accès au lac, que ce soit là une place pour le feu, spa. C'est quoi, qu'est-ce qui est le plus en demande? Puis comment est-ce que quelqu'un qui veut se lancer peut s'orienter pour savoir, OK, si j'offre cette plus-value-là, je peux aller chercher plus d'argent. C'est quoi tes recommandations par rapport à ça? Ça dépend beaucoup du marché. Une chose qui est certaine dans tous les marchés, c'est que l'été, tout ce qui est accès à l'eau, tout ce qui est en avant d'un lac, ça pogne énormément. Les gens ils aiment beaucoup l'eau, surtout au Québec. Là. Ils aiment beaucoup avoir les accès à l'eau et tout ça. Moi, de mon côté, qu'est-ce que je recherche dans un chalet locatif? Deux trucs. Un, vraiment un aspect wow. Fait que ce soit, exemple, une vue, que ce soit, exemple, un design particulier dans la maison, ou que ce soit un endroit, comme exemple dernier qu'on a acheté, il y a un terrain de volleyball. Fait que ça nous distingue complètement. Un autre aspect que je regarde beaucoup, c'est la localisation. Fait que c'est-à-dire, je veux m'assurer qu'il soit le plus proche possible, sans être trop proche, d'un grand centre. Donc, exemple, proche de Montréal, proche de Québec. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment que les gens doivent se déplacer plus que, genre, 1h30, 2 heures, ça diminue beaucoup l'intérêt, puis ça diminue beaucoup les revenus que tu vas faire. Donc, tout ce qui est à partir d'éboulement, là, Charlevoix, je sais pas si tu connais un petit peu, dépasser ça, j'ai bien de la misère, parce que là, c'est plus qu'1 heure et demie de Québec. Petite Rivière-Saint-François, c'est environ 50 minutes de Québec, donc c'est super, super intéressant. Un qui performe très bien dans les chalets que j'ai en gestion, c'est la Shannon. C'est 30 minutes de Québec. Super bon. Ça loue l'enfer. Ça loue à côté. Eux qui performent moins bien, là, c'est eux qui sont plus loin. Que moi, j'ai noté. Puis, je te dirais, comme au début, je te disais, les commodités qui sont vraiment le plus populaires, c'est waterfront, bien sûr. Mais, tu sais, ça, c'est en été, fait que c'est 2-3 mois, admettons. Fait que je sais pas si ça vaut la peine nécessairement d'acheter sur le bord d'un lac. Mais une chose qui est sûre, un spa, c'est pas mal nécessaire. Tu sais, tu devrais être correct. Je veux dire, si tu as un spa, tu es près de l'eau, tu n'es pas trop loin d'une grande ville, est-ce que ça devrait être correct pour à l'année longue, en fait? Oui, ça dépend du prix que tu l'achètes, là. C'est sûr que moi, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est bien souvent les chalets sur le bord de l'eau, ils se vendent quand même cher parce que tu as une forte compétition là, de tu sais, tous les acheteurs qui veulent une deuxième propriété, tu sais, un genre de chalet. C'est ça que j'ai remarqué. Peut-être dans les centres plus touristiques, tu sais, je pense à la petite rivière Saint-François, Baie-Saint-Paul, tu sais, il n'y a pas d'accès à l'eau. Les propriétés sont peut-être un petit peu moins chères, mais les locations sont super bonnes parce que il y a beaucoup d'activités. Fait que moi, de mon côté, je te dirais, j'achète pas nécessairement sur le bord d'un lac parce que les prix viennent avec, mais je vais peut-être acheter dans un centre plus touristique, mais avec une belle vue, exemple, ou, comme je t'ai dit tantôt, un aspect qui différencie comme un terrain de volleyball ou des trucs comme ça. Fait que moi, c'est un petit peu comme ça que j'y vais. Mais ce serait pas un mauvais investissement d'acheter sur le bord d'un lac, parce que si on regarde la même logique, oui, les propriétés valent plus cher, mais ils prennent plus de valeur parce qu'ils sont plus en demande. Fait que peut-être tu vas faire un petit peu moins de cash flow, mais ta propriété va peut-être prendre plus de valeur. Fait que c'est tout, faut juste que plusieurs variantes, puis surtout de voir ce que tu veux dans le fond. Intéressant. Bon, fait que là, tu t'es lancé, tu as lancé ta compagnie de gestion. Travailler dans les chalets locatifs. Là, tu me disais que tu veux plus t'orienter maintenant dans les projets créatifs. Mais tu as plusieurs projets intéressants que tu me parlais. Parle-moi un peu là, des projets que tu as, quelque chose d'intéressant là présentement. Oui, clairement. Puis là, je veux clarifier ça, tu as 21 ans. Oui, exact. Ouais, c'est ça. Tu es très, très, très sharp.
Donc, Merci, vraiment, c'est tu sais, c'est pour inspirer la personne qui nous écoute, Uh-huh. c'est possible. Tu sais, tu t'es lancé, puis c'est pas quelque chose qui est... Tu sais, lorsque tu veux, lorsque tu te formes, tu fais les actions nécessaires, c'est possible. Donc, Mhm. explique-moi un Yes. peu là. Mais pas trop. Je peux t'expliquer un petit peu comment, le pourquoi, dans le fond, en arrière de tout ça. Tu sais, pourquoi je me redirige vers ça. Yeah. Je te dirais que le premier projet que j'ai fait à Baie-Saint-Paul, on a acheté 2 immeubles sur le même terrain. Donc, 2 chalets. Ils se vendaient à un prix qui était vraiment bas pour les 2 chalets parce que pour acheter 2 chalets locatifs, le financement ultra complexe. Puis aussi, bien souvent, les gens qui achètent un chalet locatif, bien souvent, c'est des gens, des propriétaires, propriétaires occupants. Ils veulent l'habiter, puis ils veulent le louer pour le rentabiliser. Mais là, 2 chalets, c'est comme... En tout cas, ça ne fitait pas vraiment dans les critères de beaucoup d'acheteurs. Fait que nous, on a été acheter ça à un très bon prix. Écoute, je vais dire les chiffres pour que ça soit intéressant. 595 000 qu'on a acheté. On a mis 20% de mise de fonds, ce qui est quand même assez complexe. Là. C'était super bon pour les chalets locatifs. Puis nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on a fait? C'était vraiment pas ça notre plan initial. C'est-à-dire, on a quand même chanceux, on peut le dire. Chanceux, ou... Ouais, en tout cas. C'était pas notre plan initial, mais là, en regardant ça, on s'est dit, nos chalets valent beaucoup plus cher s'ils sont vendus à part. Pourquoi? Parce que là, on vient chercher des propriétaires occupants, exemple, qui veulent s'acheter un chalet puis le rentabiliser. Puis aussi, c'est pour le financement. Dans le fond, au commercial, un chalet locatif, tu vas aller chercher un genre de 50% de mise de fonds. Puis 2 chalets, il faut presque que tu passes ça au commercial. Tu peux pas vraiment le passer comme ta deuxième résidence, parce qu'il y en a 2. Fait qu'en le divisant, tu vas chercher beaucoup plus d'acheteurs à du financement beaucoup plus facile, parce que pour ta deuxième résidence, si tu achètes un chalet, tu peux même aller chercher jusqu'à 5% de mise de fonds, ce qui est super intéressant. Là. Fait que nous, on a déterminé que le plus gros chalet des 2, il y en a un plus gros, un plus petit. Le plus gros, on serait capable de le revendre pour 595 000. C'est-à-dire que le deuxième, ce serait notre profit pour, en fond, avoir divisé les deux. Comment je pourrais dire? Ouais, c'est ça. Fait que le deuxième, il serait à 325 000 qu'on mettrait en vente. C'est pas vendu encore. Fait que ça se peut que ça soit vendu plus bas. Ça représenterait notre profit qu'on ferait sur la création de valeur. C'est-à-dire qu'on achète les deux ensemble, on divise. On achète en gros, on divise, puis on vend en petit. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que nous, on les a loués pendant 1 an et demi. Puis, tu sais, on a peut-être fait quelques $1000 de cash flow. Presque break-even. Tu sais, pas énorme de cash flow, mais, tu sais, juste en divisant, c'est là qu'on aurait créé, tu sais. Puis là, je parle en chiffres qui sont pas... tu sais, c'est pas vendu, c'est pas réel. Mais, tu sais, là, on parle de 325 000 techniquement de profits. Tu sais, c'est vraiment pas fait encore. Mais exemple, qu'on dit 275. Exemple, on est complètement dans le champ puis on dit 275. Mais c'est quand même ça qu'on a créé juste en faisant la division. Puis moi, ça m'a mené à penser, OK, tu sais, actuellement, j'achète des immeubles, je les loue. Tu sais, c'est sûr que c'est pas mauvais. Tu sais, long terme, ils vont se payer tout seuls, ils vont prendre la valeur. C'est super intéressant. Mais là, je me suis dit, mais, tu sais, en une opération, en une, tu sais, division, on a créé cette valeur-là. Tu sais, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que je me concentre pas sur ça? C'est ça. Puis disons que tu y allais vraiment pour te concentrer sur la création de valeur. Avec la connaissance que tu as, c'est quoi le chemin que tu prendrais? Est-ce que tu resterais juste dans le chalet locatif? Est-ce que... Explique-moi un peu. Je comprends. Je te dirais, je délaisse un petit peu le chalet locatif à cause que c'est un inconvénient que je vois. L'aspect création de valeur, il est beaucoup moins présent que dans d'autres niches. Si, exemple, je pense au terrain contaminé, même le commercial, le multilogement. Pourquoi? Parce que exemple, si on prend le multilogement, c'est évalué sur la quantité de revenus que tu peux faire. Tu as tellement un gros levier que si tu es capable de faire une meilleure gestion, tout ça, tu es capable d'augmenter la valeur. Mais chalet locatif, là, nous, on a pris les revenus qui étaient peut-être dans les alentours de 110 000 par année. On les a amenés à 135 000, je pense, par année. Mais ça a fait augmenter, pas nécessairement, peut-être un peu, là, mais pas nécessairement beaucoup la valeur de la propriété en tant que telle. On a fait tout ce travail-là. Fait que je te dirais, c'est pour ça que c'est difficile de créer de la valeur dans le chalet locatif. Il faut presque que tu prennes un genre d'ensemble, le diviser, pour créer de la valeur. Ou tu prends un très grand terrain, tu le divises.
Mais je te dirais que c'est un des inconvénients du chalet locatif. C'est difficile à scaler, c'est difficile à créer de la valeur. Puis c'est pour ça que je transige vers d'autres d'autres niches, je dirais. Ouais. C'est intéressant. Tu sais, on a parlé là si on retournait rapidement là, dans la gestion, on a parlé de quelques applications. Quelles sont les applications que tu recommandes pour une gestion optimale? Que ce soit pas juste là de chalet, mais aussi de multiplex. Quelles sont les applications là qui sont très utiles? OK, parfait. Fait que dans le fond, moi, l'application que j'utilise s'appelle Guesty. C'est que ça me permet vraiment de regrouper toutes les différentes plateformes, donc Airbnb, VRBO, si tu prends Booking aussi, ça te permet de regrouper en une. Fait que moi, c'est ça que j'utilise. On a parlé aussi pour l'optimisation des prix, PriceLab. Donc, c'est exactement ça que j'utilise. Pour ce qui est du multilogement, je n'ai pas encore touché à la gestion multilogement. On me l'a proposé par quelques investisseurs, mais j'ai préféré me concentrer vraiment dans la location court terme. C'est vraiment ça que je connaissais. Fait que je te dirais, c'est vraiment ça que j'utilise comme logiciel, mais multilogement, je n'utilise pas de logiciel encore. Okay. Je n'ai pas fait de gestion. Intéressant. Et puis, dans le fond, c'est un parcours très intéressant. Tu viens de commencer, puis réellement, il n'y a aucune limite là où ce que tu peux te rendre. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais de différent avec la connaissance que tu as aujourd'hui, comparé à ce que tu avais quand tu as commencé? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais? Est-ce que tu ferais là, tu prendrais un chemin différent? Comment est-ce que tu verrais ça? Est-ce que tu ferais les choses exactement comme tu l'as fait? Parle un peu plus. C'est une bonne question. Je te dirais... Oui, je ferais les choses différemment, mais non, parce qu'au final, je pense que faire de cette façon-là m'a permis d'apprendre beaucoup. Beaucoup sur l'investissement immobilier, beaucoup sur comment ça fonctionne, puis beaucoup sur moi aussi. Mais je te dis oui parce que si je m'étais directement lancé dans les projets de création de valeur, ben là, ma valeur nette serait beaucoup plus élevée. Si j'avais mis les mêmes efforts, parce que starter la compagnie de gestion, là, ça m'a pris... au moins 5 mois avant de recevoir des revenus. Là. C'était long, je faisais des cold calls, c'est extrêmement complexe de trouver des premiers clients. Si j'avais mis le même effort ou un pourcentage de cet effort-là dans un meilleur véhicule, c'est-à-dire la création de valeur en immobilier ou des projets de terrain, des projets de quoi que ce soit, ma valeur nette serait définitivement beaucoup plus élevée, mais je pense pas que je changerais nécessairement mon parcours. C'est-à-dire que je veux dire, il y a de la connaissance qui vient avec les erreurs. Juste l'expérience que tu ramasses dans tout ça, ça fait qui t'es aujourd'hui. Ouais. Mais pour quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui, est-ce que tu le recommanderais d'aller directement dans la création de valeur? Bonne question. Ça dépend beaucoup de tes objectifs. Yeah. Si jamais tu veux devenir libre financièrement, puis avoir du cash flow, des revenus mensuels, peut-être que je te dirais, va trouver un bon deal de chalet locatif, ça va te faire des bons revenus, va le gérer. Puis honnêtement, si tu commences ta compagnie de gestion, tout ça, moi, ça a pris environ 5 mois avant que j'avais mon premier client, mais une fois que j'ai eu le premier, ça s'est enchaîné. Fait que, en genre de 6 mois, j'avais assez pour vivre, puis être à mon compte, tout ça. Dépend de tes objectifs. Si ton objectif, c'est d'aller ramasser la plus grosse valeur nette possible puis de grossir le plus gros parc possible, là, je te dirais, OK, va trouver un excellent deal, que ce soit en création de valeur, c'est-à-dire peu importe que ce soit commercial, que ce soit multi ou terrain, ou peu importe. De cette façon-là, tu vas être capable de faire un partenariat puis grossir ultra rapidement. Fait que ça dépend beaucoup de c'est quoi que les gens recherchent. Surtout, qu'est-ce que je pense rapidement comme ça, pour un jeune, je le conseillerais peut-être plus d'aller en projet de création de valeur parce que du cash flow, quand tu es jeune, tu as peut-être moins besoin un peu, surtout si tu habites chez tes parents, si exemple, tu as un petit char qui est payé cash, c'est-à-dire que tu n'as pas grand dépense, là, fait que tu n'as pas nécessairement besoin de grand cash flow. Peut-être que tu peux te concentrer plus sur d'autres aspects, entre autres augmenter ta valeur nette. Fait que moi, j'irais peut-être de cette façon-là. Ouais. Intéressant. Et puis, dans le fond, on voit que vraiment le partenariat, c'est quelque chose dont tu as pris avantage très tôt dans ta carrière. Tu sais, on parlait là plus tôt du fait que la génération d'investisseurs dans le temps, c'était plus axé sur... Tu sais, il y avait moins de partenariats, en fait. Puis c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Parle-moi, dans le fond, selon ta perspective,
de l'importance du partenariat. Si tu devais convaincre là, quelqu'un qui nous écoute. Là. Oui, 100%. Ben, je te dirais, moi, je pense que c'est juste un win-win, tu sais, c'est-à-dire que tu viens apporter une opportunité à un investisseur. Ben, tu sais, quelqu'un qui a l'argent, bien souvent, il y a des gens qui ont l'argent, qui n'ont juste pas le temps de trouver les opportunités, ni gérer l'opportunité. Fait que si tu viens apporter une opportunité à cet investisseur-là qui a l'argent, puis que tu viens fournir la gestion, ben c'est super intéressant. C'est un win-win parce que toi, exemple, tu n'as pas l'argent pour commencer, mais tu fournis l'opportunité. Mais toi, ça te met, tu sais, ça te permet de commencer à créer de l'équité à ton nom, tout ça. Puis lui, il est super content parce qu'il y a une opportunité où parquer son argent. Donc, moi, je vois vraiment ça comme un win-win. Honnêtement, tu sais, moi, je travaille, c'est vraiment ça qui m'a permis de commencer. Si j'avais pas fait ça, ben écoute, je serais probablement en train d'économiser des sous pour un premier investissement. Mais tu sais, c'est super long. Puis, comment je pourrais dire, je serais pas du tout au même niveau, là, tu sais, c'est-à-dire, moi, j'ai trouvé une opportunité qui valait de l'argent parce qu'il y avait un profit à l'achat, il y avait une belle opportunité de cash flow. Puis en amenant cette opportunité-là à l'investisseur, puis en mettant tout en place, puis avec la gestion, c'est ça qui m'a permis de me construire de l'équité au départ, puis comme commencer la roue, tu sais, c'est-à-dire une fois que je me construis de l'équité, bien, je réutilise cette équité-là, je la mets dans d'autres projets, je la fais augmenter. Fait que je te dirais, moi j'adore les partenariats. Ouais, un beau scénario win-win. C'est sûr qu'il y a quand même des dangers, là, tu sais, faut que tu t'assures que ce soit la bonne personne, faut que tu t'assures que ça fit bien, que les rôles sont déterminés, parce que ça peut assez rapidement aller mal, là, tu sais, si jamais, que ce soit des mauvaises intentions ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment un bon véhicule. Je dirais, surtout pour les personnes qui ont moins d'argent puis qui veulent se lancer, quand même, ouais, je te dirais. Nice. T'as 21 ans. Est-ce que ça vient... C'est quoi les difficultés? Est-ce qu'il y a même des difficultés d'être un jeune investisseur en immobilier? Est-ce qu'il y a des challenges qui viennent avec ça? Je sais que tu es dans un monde où il y a plusieurs personnes qui ont plus d'expérience, qui sont plus âgées. Comment est-ce que tu gères ça là, de ton côté? Je te dirais c'est le plus gros... Ben, il y a des défis puis il y a des avantages. Le plus gros défi, c'est se faire prendre au sérieux. Ça, c'est surtout complexe quand tu n'as pas d'immeuble. À partir du moment que tu as plus d'immeubles, OK, parfait, là. Écoute, j'ai quelques immeubles, tu sais, je suis sérieux. Je te dirais que les avantages, c'est vraiment, tu sais, je te dirais les investisseurs un petit peu plus âgés qui ont, exemple, des enfants, mais que leurs enfants, ça ne leur intéresse pas, tu sais, c'est-à-dire que ça n'intéresse pas l'investissement immobilier, puis qu'ils te voient un petit peu comme son enfant, qui vient t'enseigner comment ça fonctionne, qui vient vraiment t'aider un petit peu comme un mentor, je te dirais. Il y a beaucoup d'opportunités de cette façon-là. Tu sais, si tu t'entoures de quelqu'un avec beaucoup d'expérience qui veut redonner, ben tu as beaucoup d'opportunités de ce côté-là. Même chose pour des vendeurs. Tu sais, des vendeurs, là, je pense à un 5 logements que je regarde pour acheter. Tu sais, hier, je suis allé faire l'inspection, puis le gars, ça lui faisait, tu sais, comment je pourrais dire, ça lui faisait vraiment plaisir que ce soit moi qui le rachète. Il était comme, c'est super cool, un jeune dans l'immobilier, tout ça. Fait que ce soit pour aller chercher l'aide d'un mentor ou pour que ce soit dans certaines transactions, ça peut aider. Les inconvénients, comme j'ai dit, c'est vraiment se faire prendre au sérieux, que ce soit par les courtiers, parce qu'ils ne veulent pas travailler pour rien, puis je les comprends aussi, ou que ce soit pour les vendeurs aussi, c'est-à-dire les vendeurs, OK, est-ce qu'il va vraiment closer si je signe l'APA ou je vais perdre mon temps? Fait que c'est ça. Je te dirais, overall, je dirais que c'est un avantage. Mais c'est comment je pourrais dire? Tu as tout le temps deux façons de le voir. Là. C'est ça. Soit tu vois tout négatif, puis tu te dis, je suis trop jeune, je serais pas capable. Puis je pense aussi que les côtés plus difficiles du fait que tu dois toujours te prouver à cause de ton âge, c'est un avantage en soi parce que ça te permet de te donner à 110%. Puis à la longue, une fois que tu es rendu plus vieux, mais tu sais, t'es rendu très sharp parce qu'à la base, tu as toujours eu à donner plus que... Exactement. Donc non, c'est vraiment sharp. Hey Yannick, merci beaucoup. On va finir avec une question que je voulais te poser. Où tu te vois dans 3 à 5 ans? Ouais.
Ou c'est quoi ton but ultime? Ou peut-être même dans 10, 20 ans, c'est quoi ton but ultime en immobilier? C'est quoi ton why? Je comprends. Je te dirais que c'est une bonne question parce que c'est important. Je te dirais, moi, de mon côté, tu sais, comme j'ai expliqué tantôt, tu sais, moi, je suis un sportif, j'ai fait beaucoup de sport. Je me suis fait recruter aux États-Unis pour jouer au hockey. J'ai ça dans le sang, la compétition, j'ai ça, tu sais. Puis pour moi, c'est vraiment aller chercher le meilleur de moi, puis voir jusqu'où que je peux me rendre. Tu sais, c'est comme un défi de moi envers moi, ultra compétitif, puis c'est vraiment pour me dépasser le plus possible. Fait que je vois plus ça comme une game un peu. Où que je peux me rendre. Fait que je me donne des objectifs, je les revois à chaque jour. Je me demande c'est quoi les étapes que je peux faire aujourd'hui pour avancer. Puis je te dirais c'est ça. Puis, tu sais, oui, il y a l'argent. L'argent, c'est plus un byproduct du succès que tu as. Avec cet argent-là, bien sûr, je veux redonner beaucoup à ma famille. Ça va être important pour moi parce qu'ils ont absolument tout donné pour moi, que ce soit en temps, en argent aussi, tu sais. Non, absolument, ils ont absolument tout donné. Fait que c'est pour ça que c'est important. Tu sais, je le fais... Tu sais, initialement, je le fais pour me dépasser. Je le fais pour aller chercher... Pour grossir le plus possible. Puis aller chercher le meilleur de moi. Par conséquence, il y a de l'argent qui va suivre. Puis je veux redonner beaucoup aux gens qui m'ont aidé. Fait que c'est ça, que ce soit la famille, que ce soit les gens autour de moi, tout ça. Puis les gens dans le besoin aussi. C'est-à-dire c'est important pour moi, honnêtement. Tu es quelqu'un avec beaucoup d'ambition et puis c'est beau de te voir utiliser l'immobilier comme véhicule pour atteindre tes buts. Vraiment, je t'encourage. Tu as un grand futur devant toi. Donc, Yannick, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est gentil. Yes. Yes. Yes, sir. Cool.